Je propose que vous puissiez... Tu voulais intervenir. Voilà, je vous en prie. Et par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe un peu aussi, ce que j'ai introduisé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens ne bougent pas, il y a une menace, on est informé. Je vous rappelle par exemple, je vous rappelle, pour les plus jeunes, c'est pas un rappel, c'est une réminiscence, parce qu'ils l'ont pas vécu. Mais au fait, fut un temps dans lequel on risquait notre vie, par exemple, pour répartir des tracts contre la dictature. Et pourquoi? Parce qu'on était sûr que si ces informations-là qui étaient dans les tracts arrivaient aux gens, ces informations étaient donc une connaissance, pas une information. Non? Alors, drôle des choses. Aujourd'hui, l'information, elle est là et les gens ne fonctionnent pas. Alors donc, effectivement, les vieux de la vieille disent « Ah ben, qu'est-ce qui se passe ?» non? Et alors moi, je pense qu'il y a deux causes, au moins deux causes qu'il faut analyser. Une, je crois vraiment qu'un des fruits de l'hybridation actuelle, il y a un formatage vraiment de nos vies, hein, c'est un peu mon travail de recherche, il y a un formatage du vivant, non, dans cette hybridation qui a comme une des conséquences, effectivement, cette incapacité d'agir, parce que de plus en plus, on est dans une attitude dans laquelle on doit se méfier de ce qui pourtant est le ressort pour l'agir, qui est le corps, qui est être là, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, ils m'ont invité à faire une rencontre avec des chercheurs et les Chinois qui ont perdu avec AlphaGo. Vous savez, a perdu au Go, hein, les championnats de Go. Non, alors il y avait des chercheurs en neurosciences, en neurophysiologie, et les Chinois. Alors les Chinois étaient tout à fait contents parce que maintenant ils travaillent pour la compagnie qui a fait l'ordinateur qu'il a gagné, non? Et alors, donc, la question c'était, mais quelle est la différence entre les Chinois et la machine AlphaGo? Bon, comme ça, esthétiquement, tu dis, tu es l'homme de la rue, tu aurais vu la différence tout de suite entre la machine et les Chinois, n'est-ce pas? Mais scientifiquement, on dit de plus en plus, mais arrêtez de vouloir jouer au Go, vous comprenez? La machine joue au Go mieux que vous. Qu'est-ce qu'il dit, votre compatriote Laurent Alexandre? Mais arrêtez de vouloir éduquer. Il faut des neuropédagogues pour modifier les cerveaux, vous comprenez? Parce que la machine calcule plus vite que les hommes. Et là, tout le monde dit, ah, la machine calcule. Et alors on dit, attendez, mais vous savez, le cerveau, la fonction calculante, ou calculative, qu'on veut dire, hein, style Molière, du cerveau, est 10% de l'activité cérébrale. Qu'est-ce que c'est cette assimilation de dire, le cerveau calcule moins que la machine? Oui, d'accord. Moi, l'ascenseur chez moi, je suis au 6e étage, il monte beaucoup plus de valises que moi et je ne sens pas que mon humanité n'a plus de sens parce que l'ascenseur monte plus de valises que moi, vous voyez. Donc d'abord, il y a une cause de l'impuissance et de l'incapacité d'agir qui est due à cette hybridation, on peut revenir, je suis convaincu, mais il y a une cause historique aussi, que les gens ne sont pas si bêtes qu'on le croit. Il faut quand même voir qu'un siècle de révolution, non, qui ont abouti tout au contraire de ce qu'elles voulaient. Quand même, c'est un peu de sagesse populaire de ne pas partir derrière Charlot avec les drapeaux rouges. Vous vous rappelez les drapeaux rouges? Alors, les mecs, vous vous rappelez la scène de Charlot, quand il y a un drapeau rouge qui est tombé d'un camion, non, et lui alors il veut rendre le drapeau rouge, alors il y a une manif qui le suit, n'est-ce pas? Donc on suit n'importe quel drapeau rouge parce que vraiment on est tellement motivé qu'on suit n'importe quel. Bon, c'est quand même, il y a un petit peu de sagesse populaire de ne pas suivre n'importe quel drapeau et dire allez on y va à nouveau, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand même, n'est-ce pas? Moi, je suis effrayé, tu disais qu'il ne fallait pas polémiquer, j'espère que ce ne soit pas polémique, mais je suis effrayé quand j'entends dire un philosophe comme Alain Badiou, n'est-ce pas, dire, quand dans son échange avec Gaucher, Gaucher lui dit, bon, mais vous avez défendu Staline, Pol Pot, Sentier Lumineux, c'est des millions de morts. Et alors, Badiou répond, c'est pas en comptant de morts qu'on fait la philosophie. N'est-ce pas? Moi, j'étudie Heidegger, mais je ne peux pas oublier à aucune page d'Heidegger qu'Heidegger appuyait les nazis. En revanche, on étudie Badiou et on oublie que la gauche, quand même, c'est qui voulait
non? Je parlais ça depuis la gauche, je ne parle pas de dehors, non? Mais il ne faut pas oublier que la gauche, nous, on a ni plus ni moins que cette passive et qu'on ne peut pas dire aux gens, on y va, on va agir sans résoudre ces passifs-là. Vous comprenez? On n'est pas tous pareils, ceux qui ont appuyé Pol Pot, ceux qui ont appuyé Staline. Bon. Donc il y a une des causes de la non-agir des gens qui tient aussi à une sagesse diffuse populaire de qu'on ne va pas acheter n'importe quel truc comme ça. En revanche, effectivement, ce qui a changé le monde, c'est justement toutes ces luttes-là qui ne partaient pas d'un programme conscient, mais qui partaient des pratiques. Le féminisme, la lutte pour les droits civiques, n'est-ce pas? La lutte, un tas de luttes comme ça, qui ont changé la face du monde, mais qui justement ne venaient pas par des informations à la terrasse, qui venaient par les corps engagés, par des expériences. Et moi je pense que ça, c'est quand même une piste fondamentale. La piste fondamentale, c'est qu'il faut arrêter. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas les fantastiques poèmes de Pessoa, c'est lui qui dit « Tu veux que le monde soit comme ci ou comme ça ?» c'est une traduction de livre. Bon, il y a un poème très beau de Pessoa dans lequel il dit « Tu veux que le monde... tu parles de malheur, tu veux que le monde soit d'après ton désir. S'il était d'après ton désir, il serait d'après ton désir. Voilà tout. » Non? Donc cette idée de que tous ceux qui font des modèles monde et se posent la question mais pourquoi les gens ne me suivent pas, eh bien à vrai dire ils s'adressent à la partie congrue, vous comprenez? Et pour que les gens bougent, il va falloir quand même comprendre la partie non congrue, que c'est le corps, vous comprenez? On n'arrête pas de dire quand on dit il y a la menace, pourquoi les gens ne bouge pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'empower, comme on dit, l'empower, je ne connais même pas les mots. Et pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas le pouvoir d'agir? Eh bien, il ne faut pas poser la question pourquoi les gens ne prennent pas le pouvoir d'agir, moi je pense. C'est-à-dire, il faut voir comment on sollicite les gens d'une façon qui les rend puissants. N'est-ce pas? Comment on va vers les gens d'une façon que, dans la façon qu'on sollicite, déjà on les rend puissants. Et effectivement, une fois encore, l'autre possibilité sont les corps toujours déjà engagés qui agissent. Alors comment on peut arrêter de faire des recettes de comment le monde doit être, arrêter de vouloir menacer et voir où les corps commencent à construire, non? Je propose peut-être que M. Robert puisse enchaîner. Je suis tout à fait d'accord. Et là, pour le coup, c'est comme si on avait répété, parce que moi, je veux bien enchaîner là-dessus. Et puis, alors, je vous avais... Allez, dis qu'on a répété. Comment? Ah ouais, en fait, on a répété. On a répété au moins 3 minutes. Ouais, facile. Oui, alors j'annonçais tout à l'heure, justement, partant de... Vous m'entendez? C'est bon? Partant d'expériences de démarches, alors pour être très concret, moi les choses sur lesquelles on me demandait de travailler, c'était monter un conseil de quartier dans le quartier dont j'étais le coordinateur. C'était monter un budget participatif sur 3 quartiers à Saint-Denis. C'était faire vivre des démarches de concertation sur les projets urbains dans la ville et donc concevoir la concertation avec les habitants. Enfin voilà, je sais pas, c'est des choses qui vous... peut-être que dans vos villes, là où vous vivez, vous avez croisé ça. Et effectivement, j'ai essayé de comprendre pourquoi, alors qu'on était une petite équipe qui y croyait vraiment, quoi, plutôt des fonctionnaires militants, ça peut arriver au moment là où on fait beaucoup de bashing sur mes anciens collègues, sachant que j'ai arrêté de faire ça. Alors j'ai oublié de dire quelque chose qui est important pour moi maintenant. Depuis 6 mois, je travaille à l'APF, donc l'Association des paralysés de France, et je suis chargé d'animer le projet associatif, donc la partie militante, la partie mouvement de l'APF sur 2 départements, dans l'Essonne et la Seine-et-Marne. Donc voilà, maintenant,
je dirais, une partie, y compris de mon regain de conviction sur les choses que je vais mettre en avant, se nourrit de cette nouvelle expérience qui ressemble beaucoup à des choses que j'ai pu faire par ailleurs en travaillant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup inspiré de travailler, par exemple, avec ATD Quart Monde dans quelques quartiers en France. C'est pas tout à fait pareil, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, justement. Qu'est-ce que ça change d'être de travailler avec des gens qui sont en situation de handicap, avec des gens qui souffrent d'une maladie. Ça change quelques éléments, mais peut-être pas les éléments fondamentaux. Et moi, c'est ça qui me nourrit et qui m'intéresse. Alors, j'y reviens. Pourquoi mes affaires marchaient pas? C'est-à-dire que je mettais beaucoup de temps avec mes collègues, puis en gros, on avait à peine plus de monde dans nos réunions de quartier que mes collègues qui, honnêtement, faisaient pas grand-chose, mettaient juste 3 affiches, une news sur le blog, et finalement, les efforts qu'on faisait pour essayer de convaincre les gens de venir, etc., ne marchaient pas. Je vous propose 7 bonnes raisons pour lesquelles, qui sont cumulatives souvent, pour lesquelles l'offre participative, et je pense que si on parlait de l'offre de mobilisation syndicale, l'offre de mobilisation politique, l'offre de mobilisation d'une institution, d'une grosse organisation, il y a quelque chose d'un peu invariant là-dedans, mais je livre ça au débat. La première bonne raison pour laquelle ça ne marche pas, ça résonne très fortement avec ce que tu disais, Miguel, c'est que je pense que dès qu'on est face à des groupes qui sont perçus comme en difficulté, pour des motifs socio-économiques, pour des motifs liés au handicap, pour des motifs liés à leur origine, qui présupposeraient que parce qu'on est étranger, on est diminué, et bien pour le coup, la plupart des initiateurs de ces démarches-là, au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas que ces gens-là aient du pouvoir, aient de la compétence. On a tendance à ne regarder les gens que par rapport à ce qui leur manque, c'est-à-dire ce qu'ils n'ont pas. On regarde les pauvres en disant « Ah, les pauvres, ils n'ont pas d'argent ». On regarde les personnes en situation de handicap en disant « Ah, les pauvres, ils ne peuvent pas marcher comme moi ». Et donc, finalement, on réduit très vite ces gens. Alors, on peut, et souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que mes collègues et moi, on était hyper concernés, et puis on avait envie d'aider, et puis que ça marche, etc. Sauf que si on va chercher les gens en leur renvoyant l'image qu'il leur manque des trucs, et qu'ils sont... Voilà, eh ben, on rate un premier levier de l'implication et de l'engagement, c'est la confiance. C'est le fait qu'on aille voir les gens en disant « on a besoin de toi ». Ce que tu sais, ce que tu es, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on vient chercher, parce que dans notre projet, on a besoin de gens comme toi. Et bien ça, il y a une première brique qui met en route l'envie de s'engager, c'est quand on est regardé comme désirable. Quand on est regardé, je ne sais pas si ces mots sont très... enfin, voilà, si ça vous cause, mais quand on se dit, j'existe, et dans le regard de celui qui vient me causer, je suis une personne, et il a besoin de moi parce que j'amène un truc dans le projet. Bon, première chose, et c'est peut-être, honnêtement, c'est un peu la clé de voûte, parce que quand on regarde les professionnels du monde du social, quand on regarde les politiques, etc., et ben pour le coup, si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a souvent de la bienveillance, il y a souvent de la bonne volonté, mais en fait, ils ne se disent pas qu'ils ont un potentiel qui ne s'est pas encore révélé sous les yeux. Voilà. Donc là, il y a un point clé, un peu initial. Ça veut dire qu'il faut y croire, quoi. Quand on initie, quand on veut participer à une démarche qui vise à impliquer les gens, il faut croire en eux. Et il faut envoyer le message qu'on a besoin d'eux. La deuxième bonne raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que massivement, dans ce qu'on a pu observer, c'est l'institution, l'organisation qui décide des sujets sur lesquels on va demander aux gens de s'impliquer. Donc en gros, pour le dire autrement, on ne part pas des envies, on ne part pas de ce que tu disais, de ce que les gens auraient envie de faire, ou des trucs qui les mettent en colère, ou des choses qui sont importantes pour elles. On part de ce qui est à l'agenda de l'organisation qui initie la démarche d'empowerment, et on demande aux gens d'aller se bouger sur des sujets que des gens bien intentionnés, intelligents, ont choisis.
Pour prendre un exemple très concret, à Saint-Denis, dans ce que je faisais, on marchait sur la tête. C'est-à-dire qu'on était dans des quartiers où les préoccupations principales des gens qui habitaient là, et qui ne sont pas des petites préoccupations, c'était finir la fin du mois en ayant assez d'argent pour nourrir la famille, c'était la santé, c'était le logement, c'était l'insécurité, c'était l'avenir des gamins qui partaient assez vite en cacahuète à l'école, c'était l'emploi. Donc les questions essentielles pour les gens, elles étaient de cette nature-là. On avait calculé 85% des réunions auxquelles on leur proposait de venir, c'était de l'aménagement urbain. J'ai rien contre... Il faut refaire la ville, bien sûr, c'est important l'urbanisme, c'est important d'aménager la ville, etc. Mais là, on était à côté de la plaque, en gros. C'est-à-dire qu'on demandait à des gens de venir mettre du temps gratuit pour participer à des trucs qui étaient importants pour nous et qu'on priorisait en prenant pas en compte l'ensemble des champs sur lesquels eux, ils étaient en attente, en colère, en difficulté, en crise, etc. Bon. Donc, si on veut que ça marche, il vaut mieux partir de là où sont les gens. D'autant que moi, j'ai vraiment l'impression, c'est l'avantage d'être un peu vieux, c'est qu'il faut bien qu'il y ait des avantages à être un peu vieux, quand même, parce que sinon, pour le reste, c'est quand même pas terrible, globalement, comme trajectoire. L'avantage, c'est d'avoir un peu de recul. Et moi, pour ce qui est de la société française, je suis convaincu qu'en 40 ans, le niveau a monté. C'est-à-dire que le niveau moyen, justement, de capacité à comprendre, de capacité à analyser, en 40 ans, il a beaucoup augmenté dans notre société. Et je pense qu'il y a effectivement, ce que tu disais, ma grand-mère disait, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, surtout quand les mouches deviennent un peu intelligentes et qu'elles savent se rendre compte que finalement, on leur propose de participer à des trucs qui ne sont pas au centre de leurs préoccupations. Il faut que j'accélère. C'est ça, hein, j'ai senti un frémissement. Non, mais je vais aller plus vite pour les autres. Donc, croire dans la capacité des gens et partir de leurs préoccupations à eux, et pas à celles que nous, on pense qu'il serait bien qu'ils mettent au travail. Troisième raison pour laquelle ça ne marche pas, et là on est au cœur, je trouve, d'une des questions centrales sur les questions d'empowerment, c'est la question du pouvoir. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, là encore je reprends mon exemple, sur les projets urbains qu'on mettait sur la table de la discussion dans le quartier, en fait, les gens venaient la première fois, des fois, par curiosité, puis ils se rendaient compte que tout était plié, en fait. C'est-à-dire toutes les décisions essentielles du projet avaient déjà été prises, et depuis longtemps. Quand on est sur d'urbain, honnêtement, le jour où le projet est présenté devant les habitants, ça fait 4 ans que les financeurs ont négocié entre eux, et que donc les marges de manœuvre pour le faire bouger ont disparu, n'existent plus. Et donc on demande, là encore, on demande à des gens de venir mettre du temps gratuit, de participer à un truc sur lequel ils n'ont aucun pouvoir de coélaboration, de réflexion, d'amener leur point de vue sur le fond, sur les enjeux, sur les questions essentielles d'un projet, voilà. Donc, là, on se prive. Alors, si on le lit positivement, parce que moi, je suis plutôt un optimiste méthodologique, donc là, on a déjà 3 leviers dans ce que je viens de dire, sur lesquels on pourrait tirer pour se donner une chance de refabriquer de l'implication collective. C'est la confiance et le fait qu'on renvoie aux gens qui sont importants. 2, c'est l'intérêt pour la question, le fait que ça soit une question importante pour eux. Et 3, c'est le pouvoir de faire de la place pour qu'ils puissent coélaborer le projet. 4e bonne raison pour laquelle, et ça se cumule tout ça, en France, et là je crois vraiment qu'on a une singularité, alors c'est peut-être pas le seul endroit dans le monde où c'est comme ça, mais on a une grande difficulté. En gros, on est dans un pays où il n'y a que l'action publique qui est légitime. C'est-à-dire l'idée de laisser de la place pour que les gens puissent s'emparer d'une question et faire eux-mêmes des choses. C'est-à-dire être acteur, mais au sens comme l'artisan, quoi, celui qui a une idée et puis qui se relève les manches et qui fabrique un bout du truc, quoi. Et ça, c'est un levier énorme. Enfin, je sais pas, je vous renvoie les choses dans lesquelles vous vous impliquez, vous. Et ben voilà, le fait d'avoir la satisfaction, d'avoir pris part réellement, enfin d'avoir un bout de son temps
qui a permis de construire quelque chose, c'est quelque chose de hyper important comme levier de motivation. En France, honnêtement, les institutions, elles sont d'une frilosité. Enfin, c'est en gros, on consulte les gens et puis c'est nous qui allons le faire, quoi. Et on va fabriquer. Et donc, on ne laisse pas de la place. On fait beaucoup pour, en France, et on a peur de laisser de l'espace pour que les gens fassent. Cinquième bonne raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est, et ça, dans les politiques sociales, j'ai vu cette évolution en 30 ans, c'est l'individualisation de l'approche. C'est-à-dire qu'on a découpé, voilà, ça n'a pas toujours été complètement comme ça dans le travail social, c'est devenu complètement comme ça, c'est des cas individuels, les uns à côté des autres. Et là, on se prive d'un moteur d'implication, c'est l'émulation du collectif. Quoi que ce soit. C'est-à-dire, ça peut être une troupe de théâtre, un club de foot, un groupe politique. Le fait de se retrouver avec des gens, de serrer les coudes, d'aller au combat sur quelque chose, ça peut être positif, ça peut être en râlant, mais le fait d'être dans un groupe, ça donne de la force. Ça permet, y compris à des gens qui sont dans des galères, qui sont... voilà, de se relever individuellement parce qu'ils sont avec d'autres, parce qu'ils ont une existence dans un groupe. Et là encore, en France, on a une trouille des collègues. Alors, c'est pas nouveau, hein. Enfin, je vais pas faire de digression là-dessus, mais la manière dont la République s'est construite, elle est dans la défiance vis-à-vis des groupes locaux. Enfin, on est dans une histoire politique qui fait qu'on s'est méfié du local, parce que le local, c'était l'Église catholique qui est l'ancien régime. Et puis, on est avec un 19e siècle quand même explosif. À chaque fois que les groupes se sont manifestés, ça a pété, quoi. Donc, il y a plutôt une défiance de tout ce qui est organisé et qui échappe au contrôle de l'institution. Et on le voit bien, à mon avis, il y a quelque chose là-dessus, sur les communautés, sur... Enfin, voilà, on est dans un pays, dès qu'on parle de communauté, on termine cloué sur une porte, alors que dans la réalité des quartiers dans lesquels j'ai travaillé, oui, il y a des communautés, mais on est tous dans des communautés. Enfin, si on était à Londres, on serait une communauté de Français qui se retrouveraient dans les mêmes bars et on trouverait ça génial, etc. On a beaucoup de mal, donc, à accepter que les gens s'organisent entre eux. Et là, on est sur une clé, parce que dans les démarches que j'ai pu mener avec ATD Quart Monde, entre autres, ils ont vraiment un principe important pour eux, c'est de favoriser, dans un premier temps, le regroupement entre pairs. Et j'imagine que dans vos... Enfin, voilà, on doit retrouver ça dans plein de domaines, et ça, c'est hyper important. Le fait qu'il y ait une première étape où il faut qu'on se retrouve entre soi, avec des gens qui partagent la même chose, qui vivent, et c'est exactement ce que tu disais, et là, on est, enfin, dans ce que j'ai compris, on est dans ce qu'on vit dans notre corps, dans notre situation sociale qui est pareille. Et bien, justement, quand on est mal, le fait de pouvoir déjà se regrouper avec des gens qui nous ressemblent, avec qui on peut se parler, avec qui on peut vraiment échanger, et construire ensemble un point de vue collectif, c'est ça qui donne la force pour se remettre autour de la table avec des gens qui sont au-dessus, qui sont plus forts, qui sont impressionnants. Sixième, j'en suis là. Sixième, septième, et puis je vais aller vite. Je suis désolé, j'aurais dû prévenir Céline, je suis un bavard invétéré. Quand on appuie sur le bouton, je ne m'arrête plus. Sixième bonne raison, et là encore, c'est à mon avis un contresens, on a une trouille du conflit. On a une trouille des sujets qui fâchent. Et donc, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière territoriale, il y a une réunion de quartier qui se préfigurait, puis l'élu qui venait me voir en disant « Non, ce sujet-là, tu le retires de l'ordre du jour parce que ça va péter. Parce qu'ils vont s'engueuler ou parce qu'on va se faire engueuler parce qu'on n'a pas réglé le truc. » Et là, je pense qu'il y a un contresens. Parce qu'un des moteurs qui fait qu'on s'engage, c'est justement les questions qui fâchent. Et la bonne solution, c'est pas de les mettre sous le tapis et de se dire « ça va s'arranger tout seul » parce que ça marche jamais. C'est plutôt d'organiser la possibilité de mettre le conflit sur la table et d'en sortir par le haut en négociant le compromis, etc. Et à force de tout vouloir traiter de manière technique en amont, on dépolitise. Enfin là, pour le coup, ça vide la réalité de la politique. Et puis la septième bonne raison qui est... et souvent, on parle que de celle-là quand on parle on parle de design démocratique, de design de participation. Alors vraiment, c'est arrivé trop tard dans ma vie, j'arrive pas à penser comme ça. Et donc, c'est les formes que ça prend.
Et ça incorpore tout ce que je disais avant. C'est-à-dire que si on voulait vraiment que les gens s'impliquent, eh ben on réfléchirait un peu à des formes dans lesquelles ils se sentiraient à l'aise, dans lesquelles ils auraient le cadre concret, physique, etc., et qui fassent qu'ils aient envie de venir, puis de revenir le coup d'après. Et donc, en gros, on est très souvent sur des offres de participation qui sont d'une tristesse, mais à pleurer. Enfin, alors là, ce n'était pas l'objet de cette soirée, mais le dispositif dans lequel on est là. En fait, moi, j'ai connu plein de démarches de concertation, alors ça a peut-être bougé ces derniers temps, où ça ressemblait quasiment à ça. C'est-à-dire qu'il y avait l'élu, les techniciens, ceux qui mènent le truc qui était derrière la table, puis il y avait des gens, alors pas dans un amphi comme ça, mais plutôt sur des chaises en randonnion, et puis il y avait un exposé de 40 minutes, puis après c'était alors, voilà. Et bien, quand on fait ça, si on avait demandé à un designer de la participation d'inventer le dispositif où on est sûr que personne ne parlera, sauf le pro, sauf celui qui, en fait, rêverait d'être à la tribune, mais n'a pas réussi à se débrouiller pour le faire, eh ben, on ferait ce genre de truc. Et honnêtement, les propositions de participation, ça se termine souvent dans le hall, dans le préau de l'école, dans la salle polyvalente, machin, avec une table, des chaises en randonnion, des gens qui sont mal à l'aise, et à qui on demande de faire un truc incroyable, quand c'est dans un quartier, c'est d'engager leur réputation, leur honneur devant leurs voisins, sur des sujets sur lesquels ils n'ont rien préparé, sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas, ils ne sont pas forgés un point de vue, etc. Et on demande à des gens de faire un truc. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je l'ai vérifié et promis. Alors, tu vois, en fait, je suis un politicien aussi. Ça fait au moins 4 fois que je dis que j'ai presque fini. Mais là, j'ai terminé pour le coup. Et là où il faut vraiment faire attention, je pense, et d'autant plus quand on est avec des groupes qui ont des fragilités pour une raison ou pour une autre, c'est vraiment de penser à ça, de se dire, est-ce que la proposition d'implication, de vie collective que je propose, est-ce qu'elle va les mettre à l'aise ou pas ? Je m'étais rendu compte, alors vous êtes en train de vous rendre compte à vos dépens, que moi, j'ai pas trop de mal à parler en public. C'est un truc, je peux même vous le dire, j'adore ça, je suis un vrai cabot, et voilà. Sûrement, je gère une frustration, j'aurais voulu être un artiste et j'ai pas réussi à le faire. Donc, dès que j'ai une brèche, je m'y engouffre. Eh ben, les réunions, les endroits où j'ai le trac, où j'ai les mains moites, où j'ai la voix qui tremble, c'est les réunions que je fais dans mon quartier avec mes voisins. Et c'est pas un hasard, parce que c'est l'endroit où j'ai mes gamins qui grandissent, où je vais faire mes courses, où je les croise tous les jours, je les vois dans l'ascenseur, etc. Et autant là, pour la plupart d'entre vous, alors c'est pas vrai complètement de Claude ni de quelques autres, j'ai bien regardé, je vous connais pas, on va peut-être pas se recroiser, donc peut-être que depuis 20 minutes vous vous dites c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, etc. Vous allez me le dire tout à l'heure, ça me fera pas plaisir, voilà, mais en même temps je vais rentrer chez moi, puis honnêtement j'en ai vu d'autres et je passerai à autre chose. Dans mon quartier ou dans l'endroit où j'habite, qui peut être un foyer, qui peut être... ces endroits où on peut se poser la question de faire vivre la parole collective, et bien là, on engage sa réputation, et si on n'y fait pas attention, et ben on crée une dernière condition qui fait que les gens ne s'impliquent pas. Merci, Monsieur Aubert, pour ce retour d'expérience qui fait forcément écho aux citoyens que nous sommes, mais également aux professionnels que nous sommes. J'ai une première question à vous poser, mais juste avant, je vais redonner la parole à notre second conférencier. Juste pour permettre d'avoir le temps d'un échange, je vais dire sous la forme comme ça, juste des pistes, comme qui dit, les pistes que m'évoquent ce que tu dis et la question. D'abord, il s'avère vraiment que corps, non, et non monde donc digital dans lequel tout est possible, non, le corps dans lequel pas tout est possible, s'implique conflictualité. Vous voyez, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez ou pas Leibniz. Moi, je cite Leibniz parce que j'adore, mais en fait, justement, Leibniz il dit il y a des possibles
il y a des possibles, mais que quand ils passent à l'existence, ils ne deviennent pas tous compossibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des corps. Parce que pour les corps, pas tout est possible. Donc, c'est pour dire que la conflictualité, ils auraient mieux mettre de l'eau plutôt que des bonbons, la conflictualité est la base du lien social. Alors, tous les projets comme ça, des possibles, n'est-ce pas, et qui oublient la conflictualité, sont des projets de dissolution du lien social, n'est-ce pas, parce que le lien social est fondé sur la condition de la conflictualité. Bon, juste ça. L'autre piste qui me semble importante, c'est que moi, je crois qu'il faut se questionner à soi-même, pas en tant qu'individu, mais soi-même, de dire, mais pourquoi je vais proposer des choses à ces gens-là? Pour moi, c'est fondamental, ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est quand même dans un engagement très fort en France, en Italie, en Argentine. Je participe à des trucs très, très concrets, des quartiers. Mais la question qui est la même que je me pose en tant que clinicien depuis plus de 30 ans que je fais de la clinique, vraiment, c'est-à-dire, mais au nom de quoi je propose ça? Au nom de quoi je me pointe là et je me permets de dire quelque chose à l'autre, n'est-ce pas? Et je pense que trop souvent, les gens qui sont dans l'activité sociale ou dans la clinique laissent de côté cette question. C'est-à-dire, et cette question me semble fondamentale. Pourquoi est-ce que je veux motiver ces gens-là? Pourquoi est-ce que je m'adresse à ces gens-là? Et alors cette question-là est une question fondamentale de mais quelles sont mes convictions? De pourquoi? C'est-à-dire d'où je sors que je vais venir apporter la bonne parole, vous voyez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonde ça? Non pas pour le faire ou ne pas le faire, mais parce que toujours ça reste dans un angle mort, vous voyez? C'est-à-dire, donc souvent, ou presque tout le temps, on est inquiet sur le marketing, entre guillemets, comment je fais, et on dit, mais pourquoi tu le fais? Et ça, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale, pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce que le manque de cette question-là a apporté beaucoup de problèmes historiquement et quand même l'idée de quel est le socle commun. Non, quel est le socle commun? Est-ce qu'il y a un socle commun? Pourquoi? N'est-ce pas? Il me semble que c'est une question que pendant des décennies, on ne s'est pas posée, n'est-ce pas? Parce que ça allait de soi. Les avant-gardes doivent éduquer, guérir. Aujourd'hui, il faut se poser la question, mais au nom de quoi? C'est-à-dire pourquoi? Qu'est-ce que c'est cette motivation? Vous voyez? Bon, c'est juste comme une piste pour permettre